Bonjour, c'est très énervé. Je vais faire quelques petites vidéos autour du SDA JCE, notamment filmer quelques parties. Mais avant de filmer ces quelques parties, je voulais présenter les decks que j'utilise avec leur fonctionnement, un petit peu la façon dont j'ai pu les construire. Et je ferai aussi une présentation des scénarios que je joue avant de faire une partie pour vous donner un petit peu mon avis sur ces scénarios-là, les stratégies que j'ai trouvées pour les battre, etc., etc. Donc là, je vous présente BGG, donc c'est Boromir, Glorfindel, Gandalf. C'est un deck que j'avais créé initialement pour passer le cycle 3 en mode cauchemar, et qui s'est révélé en fait performant sur quasiment tous les scénarios que j'ai pu faire cauchemar. Il n'y a que pour l'instant Évasion de Dol Guldur qui me tient en défaut, même si je suis arrivé jusqu'à l'étape 3. Donc je vais vous montrer un petit peu comment j'ai construit le deck, les idées, les cartes que j'estime auto-include, etc., etc. Là, je vous présente aussi le deck builder qui s'appelle The Rivendell Council Room. Donc c'est en anglais, mais c'est via le navigateur. C'est très facile d'utilisation, c'est très performant, c'est à jour. Là, vous pouvez voir que j'ai tout un tas de decks, hein, par exemple, qui sont ici. On peut les loader, on peut les exporter, faire des exports au CTGN, etc. C'est très rapide, très pratique. Moi, maintenant, je construis mes decks en fait sous ce format-là pour OCTGN. Comme ça, j'ai directement le fichier. Euh, Étant donné que le deck builder ici est quand même beaucoup plus performant et beaucoup plus facile d'utilisation que celui d'OCTGN. Voilà, donc j'étais parti sur ces trois héros pour l'équilibre de stats très important qu'il fournit, dans le sens où j'ai de base 7 de volonté, j'ai 9 d'attaque et j'ai un cumul de 6 de défense. Ce qui est plutôt très bon sur le cycle 3, étant donné qu'on alterne bataille, siège et quête normale. Donc il faut être capable d'aligner un des scores minimaux dans dans chacune de ces stats assez important. Alors, je vais d'abord parler de toutes les cartes auto-include, hein. Comme on joue Boromir, automatiquement, on va jouer le bouclier gondorien en trois exemplaires, d'autant plus que Gandalf avec un bouclier, c'est pas négligeable non plus. Et comme vous le verrez plus tard, je joue l'intendant du Gondor, qui est joué en général sur Glorfindel. Donc pareil, le bouclier du Gondor, ça lui fait monter à 3 de défense, ça peut en faire un défenseur, même sur les quêtes sièges, etc. Ça peut permettre d'en faire un gros quêteur. Donc le bouclier gondorien, donc je le mets en trois exemplaires. Un autre attachement qui vient automatiquement avec Boromir, c'est le capitaine du Gondor, qui lui permet de gagner plus 1 en attaque et plus 1 en défense chaque fois qu'il engage optionnellement un ennemi. Comme il se détape, ça lui permet de pouvoir bénéficier de ces deux caractéristiques. Donc c'est assez fort. Je le mets qu'en un seul exemplaire, parce que j'ai pas forcément besoin de l'avoir tout de suite. Le bouclier gondorien est quand même beaucoup plus important que le capitaine du Gondor qui en plus est soumis à condition. Donc si j'ai un ennemi que j'engage que j'arrive pas à tuer dans le tour d'après, j'aurai pas le bénéfice. Donc je préfère avoir le bouclier gondorien. Ensuite, on va passer pour les attachements, on va dire, pour Glorfindel. Lui, c'est assez facile, c'est aussi la lumière de Valinor. Alors, comme on commence assez haut en menace, à 30, je le mets en 3 exemplaires. C'est une carte que je veux rapidement, sinon ma menace monte vite, ce qui veut dire beaucoup d'engagement que je peux gérer avec Boromir, mais Boromir va augmenter ma menace pour gérer ses ennemis, etc. Donc c'est important quand même de l'avoir assez rapidement. Donc je le mets en 3 exemplaires. Je vais mettre aussi un autre attachement pour Gandalf, pour Glorfindel, qui est Asphalot. Alors on me dirait, je joue pas connaissance, mais Gandalf, lui, dans sa capacité, il peut avoir tous les icônes. Donc je vais profiter de la capacité de Gandalf pour aller chercher des attachements ou des cartes que je pourrais jouer avec lui qui appartiennent aux autres sphères. Donc ici, dans la sphère connaissance, il y a un attachement qui est quand même assez indispensable et qui est très pratique, qui est Asphalot, qui permet donc de gérer les lieux. Le but aussi de ce deck, c'est d'être généraliste, c'est-à-dire d'avoir une réponse à n'importe quelle problématique. Asphalot me permet de gérer les lieux. Voilà. Ensuite, on va passer aux attachements que je mettrai à Gandalf très rapidement aussi, dont je vais avoir besoin. Alors comme je l'ai dit, je vais jouer des cartes qui n'appartiennent ni à la sphère technique, ni à la sphère énergie.
J'ai donc besoin de les jouer du dessus de ma bibliothèque avec Gandalf. Donc la pipe de Gandalf, enfin la pipe de magicien est très importante. Donc je la mets en 3 exemplaires, il me la faut rapidement. Euh, Sans elle, le deck risque de se gripper. Alors, on continue à jouer, hein, il reste performant, mais c'est vrai que dès qu'on a la pipe, le deck décolle très très vite. Un autre attachement qui est très fort avec Gandalf, c'est le bâton de Gandalf. J'utilise en fait les 3 actions en fonction de ce dont j'ai besoin. Euh, et notamment, c'est cette carte-là qui m'apporte la gestion de l'ombre principalement. Euh, donc elle permet de défausser un effet ombre qui est très important sur le cycle 3, surtout que vous verrez, mais je ne joue pas les coups précipités, je m'appuie sur cette carte-là et sur la grosse capacité de défense de Boromir. Donc je le mets en 2 exemplaires, c'est une carte que je veux assez rapidement, mais j'ai pas besoin de l'avoir en main immédiatement. Euh, donc voilà. Alors une autre carte que je joue plus pour le thème, qui pourrait être remplacée par une autre, c'est Gripoil. Alors Gripoil, c'est juste de la détape dans ce deck-là pour Gandalf. Euh, Parce que Range et Sentinelle ne m'apportent pas grand-chose en soi pour Gandalf. Son avantage en fait principal, c'est qu'elle est neutre. Donc je pourrais la jouer, j'ai des ressources qui s'accumulent sur Gandalf, j'ai des ressources qui s'accumulent sur Boromir, je vais pouvoir la jouer. Euh, c'est ce qui fait que je ne mets pas un courage inattendu à la place de Shadowfax, c'est le fait qu'il soit neutre. Vous allez voir, la pression sur les ressources énergie est quand même assez forte. Euh, donc ça me permet de pouvoir le poser même si je suis assez limité en ressources énergie. Donc je le mets juste en un exemplaire. Voilà, donc là j'ai fait le tour des attachements que je mets automatiquement en fait pour mes héros en fait, liés à mes héros. Alors ensuite viennent les attachements, alors il y en a un autre quand même pour Gandalf. Le but de Gandalf avec ses stats, hein, 3 de volonté, 3 d'attaque, 3 de défense, 5 points de vie, c'est d'utiliser un maximum de fois ses stats. Donc là j'ai mis Gripoil et je mets aussi un autre courage inattendu, un courage inattendu en plus afin de l'utiliser plusieurs fois dans un tour. L'expérience initialement, j'avais mis 2 courage inattendus et un Shadowfax, et à force d'utiliser le deck, je me suis rendu compte que c'était un peu trop en fait. Et vous allez voir que même, enfin, on verra en fonction de la vidéo, mais quand j'ai le courage inattendu et Shadowfax, c'est rare que dans un tour j'utilise plusieurs fois ces actions d'étape. Voilà. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, je rentre aussi l'intendant. C'est pas que le deck est très cher, mais vous allez voir, je le creuse très rapidement, je pioche beaucoup, et l'intendant me permet de jouer énormément de cartes dans un tour quand j'arrive à le sortir. Donc, je l'ai mis dans le deck. En plus, comme il donne le trait Gondor et que je le pose sur Glorfindel, ça me permet de rendre les boucliers du Gondor encore plus intéressants. Donc, je le mets seulement en 2 exemplaires. C'est une carte, c'est toujours sympa de l'avoir en main, mais je peux la jouer que si j'ai une pipe de magicien. Donc, ça sert à rien de le mettre en 3 exemplaires. C'est pour me retrouver avec 2 exemplaires dans la main que j'arrive pas à poser parce que j'ai pas ma pipe. Ça va pas m'aider. Donc, je le mets en 2 exemplaires. Voilà, donc là j'arrive déjà à 17 attachements. Ensuite, je vais mettre les événements qui sont auto-includes liés tout simplement comment dire, aux sphères que j'utilise. Pour moi, en tactique, je vais pouvoir profiter de jouer des feintes, notamment pour les gros ennemis sur certains scénarios. Par exemple, l'ombre et la flamme, c'est un exemple. Feinter pendant un tour, le balrog, ça peut donner la victoire. Donc, très important. En énergie, l'indétrônable Test of Will, donc tester sa volonté, indispensable, pareil, pour gérer les effets traîtristes qui pourraient ruiner une partie. À ça, je rajoute donc la capacité de Boromir et Glorfindel. Si j'ai pas le lumière de Valinor, je suis déjà à 32 menaces. Ça va monter très très vite. Donc je joue un maximum de diminution de menaces pour être capable de gérer ce contre-coup-là. Et vous verrez que si les parties le montrent, hein, ça dépend de ce que le deck de rencontre me sort, mais ça m'arrive souvent, tour 3, d'être déjà à 42 menaces, parce que j'ai détapé 36 000 fois Boromir pour défendre X ennemis et attaquer dans la foulée, parce que les scénarios cauchemars sont quand même assez agressifs. Donc je joue aussi en plusieurs exemplaires la salutation des Galadrim. Euh, donc Galadrim Greetings, il me semble en anglais. Euh,
Voilà, The Galadriel Critic. Voilà. Donc en trois exemplaires, je les utilise très régulièrement, les trois. Surtout que je joue l'intendant du Gondor et qu'il y a aussi le bâton de Gandalf. Donc en général, c'est pas trop un problème pour les jouer en termes de retour. Voilà, donc ça c'est un petit peu les cartes auto-include. Alors il y en a une dernière que moi je mets en trois exemplaires et qui m'a sauvé régulièrement, c'est les Flammes de l'Arnor. C'est en dehors du fait que ce soit de la détape, on dirait que je joue une expected courage enfin un courage inattendu et Shadowfax. Il y a aussi le boost d'attaque qui va avec, qui me permet régulièrement sur des ennemis qui sont quand même costauds, un cauchemar, de les tuer dans le tour d'engagement et non pas d'être obligé de subir plusieurs attaques et de l'aligner au fur et à mesure. Donc je le mets en trois exemplaires et puis le fait que ça aille dans la pile de victoire, sur certains scénarios, ça a plus d'avantages que ce qu'on peut penser. Voilà, donc ensuite on va s'attaquer aux alliés. Donc comme maintenant j'ai accès à la sphère, comment dire, connaissance, Boromir étant le défenseur, et je défends quasiment qu'avec lui. Il est souvent blessé par les attaques, en mode cauchemar, on a régulièrement des ennemis qui arrivent et qui cognent à 5, 6, 7, sans compter les effets ombres. Donc il faut être capable de le soigner, il faut être capable de maintenir ce défenseur en permanence capable de défendre. Donc on va mettre, j'ai mis tout simplement les gardiens des maisons des guérisons. Comme j'ai la pipe de Gandalf, je peux la jouer du dessus de ma bibliothèque. Donc j'en mets deux, c'est en général suffisant. Je mets une autre carte dans le même style qui est très forte avec Boromir, c'est les gardes d'honneur. Alors, elle est forte dans le sens où c'est du soin déguisé, mais surtout elle me permet, et d'une, d'augmenter virtuellement la défense de Boromir, parce qu'il peut monter à des niveaux, enfin, c'est comme si je donnais un point de défense supplémentaire, parce qu'il annule un dégât. Donc ça lui permet d'être capable de défendre des ennemis qui cognent à très très haut sans aucun problème. Comme j'arrive souvent à 42 menaces, ça m'est déjà arrivé qu'il me sauve une partie sur un effet ombre absolument désastreux et qui vient me tuer un personnage, je le sacrifie et je sauve mon personnage, donc c'est quand même assez fort. Et l'autre avantage, c'est qu'il me permet de protéger mes quêteurs. Vous allez voir, je mets des quêteurs un petit peu habituels, mais qui n'ont qu'un seul point de vie. Et on a quand même des traîtrises qui mettent un dégât. Et quand on met un dégât, on perd ce quêteur, ça peut être assez dramatique. Et ben, quand on a les gardes d'honneur, c'est un moyen de pouvoir les sauver facilement, rapidement, sans se préoccuper d'avoir à tester sa volonté en main. Donc ça peut être assez salvateur. Donc là j'en mets trois. euh, j'en mets trois. Ensuite, donc là j'ai encore un allié que je mets pas forcément que pour Boromir, mais qui est quand même très fort avec lui, c'est Arwen. C'est une quêtrice forcément, mais elle rajoute encore plus un en défense, ce qui est effectivement très fort. Ça permet à Boromir vraiment de défendre des attaques dévastatrices. Je l'ai déjà vu encaisser sur des scénarios du cycle 3 en cauchemar, des attaques à plus de 12 ou 13, en subissant très très peu de dégâts avec les gardes d'honneur, Arwen et puis Capitaine du Gondor. Voilà. Donc je la mets en un exemplaire. C'est pas une carte que je spécialement besoin d'avoir tout de suite, mais quand elle arrive, elle fait du bien. Donc ensuite, il faut que j'augmente donc ma capacité de quête. Je suis déjà à 38 cartes. Pour moi, le meilleur moyen, c'est de prendre les escrimeurs. C'est quand même l'un des meilleurs quêteurs du jeu, si ce n'est le meilleur. En plus, plus on en met, plus il se booste. Euh, et ils sont pas chers. Dans un deck où je joue déjà un gars qui est neutre et puis un seul générateur de ressources, on va dire, énergie, c'est bien parce qu'il est pas cher. Voilà, donc là j'ai déjà mis pas mal de quêteurs. Je vais rajouter une autre carte parce que bon, de temps en temps, on est dans des situations qui sont pas tout le temps faciles. J'ai pas le bouclier, j'ai pas de quoi défendre avec Boromir, puis je me retrouve avec quelqu'un qui va me le tuer rien que par son attaque. Il faut que j'ai aussi des alliés que je peux mettre juste pour bloquer une attaque en pur sacrifice. Et là, le choix, il est lié au choix des, euh, des escrimeurs de laitière. Je vais prendre les chevaliers au cygne. Alors, les chevaliers au cygne, pourquoi? Parce que effectivement, ils peuvent servir à défendre une attaque, comme ça, parce que voilà, j'ai besoin de sauvegarder un héros.
Il booste les chevaliers de l'étière, les chevaliers, les escrimeurs de l'étière vont aussi booster les chevaliers au cygne. Donc même si je ne les utilise pas pour une défense, hein, un allié que je sacrifie sur une attaque ennemie, ça reste des alliés qui dans le temps vont m'apporter des bonus de statistiques qui sont très importantes. Il y a beaucoup d'ennemis en cauchemar qui ont souvent, on a besoin de 7 d'attaque pour les tuer. Et les trois quarts du temps, à ce moment-là, j'ai souvent Glorfindel et Boromir, il me manque un. Bon bah voilà, le chevalier du cygne, il me donne ce petit bonus qui me permet d'éviter une attaque. Voilà, donc là je suis déjà à 44 cartes, hein, ça va très très vite, hein, et j'ai mis quasiment pour moi que des cartes auto-include, hein, il n'y a pas de, ouais, il y a pas de cartes très surprenantes, hein, c'est un deck généraliste qui se veut généraliste. Donc là, je vais rajouter ensuite en dernier une autre carte qui me permet de creuser le deck très facilement. Oui. Donc c'est les... Excusez-moi, il y a quelqu'un qui est rentré dans la salle. Donc voilà. Donc ce sont les astronomes d'Imladris. Euh, ces astronomes, et le but c'est de creuser mon deck en permanence. Vous allez voir que même s'il n'a pas de pioche, hein, le deck a quasiment pas de pioche, hein, il n'y a que le bâton de Gandalf et vous verrez, je ne me sers pas forcément beaucoup pour ça. Je me sers surtout de la capacité de Gandalf. Donc le but c'est d'essayer de mettre un maximum d'événements sur le dessus de ma bibliothèque afin de les jouer à chaque phase au maximum. C'est ce qui me permet d'aller chercher les cartes dont j'ai besoin dans le deck. Donc pour ça, il faut que je sois capable de choisir l'ordre pour toujours bien mettre les bonnes cartes dont j'ai besoin au bon moment. Un exemple, par exemple, à la phase de quête, je vais mettre un test of will, à la phase de rencontre, je vais mettre un conseil des rondes, et puis à la phase de combat, je vais mettre une feinte. Euh, et vous vous rendez compte que si je pioche une carte si je tire une carte traîtrise que je veux annuler, je l'annule. À la phase de voyage, je vais dépenser par exemple le conseil des rondes, diminuer ma menace. Et à la phase de combat, je vais pouvoir feinter un ennemi. Et en fait, sans avoir utilisé de cartes de ma main, j'ai utilisé trois cartes. J'ai creusé mon deck. J'ai pioché virtuellement. Donc il faut absolument que je puisse réordonner ça. Donc pour ça, on met des astronomes d'Imladris qui vont justement me permettre de réorganiser ces cartes-là. Elles peuvent aussi servir de chair à canon quand il y a besoin, sans trop de problèmes. Donc voilà, donc là, vous voyez, je suis déjà à 46, il me reste beaucoup de place. Il y a une autre carte que je mets, parce que je l'aime beaucoup et que je la trouve très forte. Donc c'est une carte qui coûte un peu cher, mais elle fait son office. Donc c'est Elfen. Bon, je peux jouer avec l'intendant du Gondor ou même le bâton de Gandalf, peuvent me permettre de pouvoir le jouer quand même assez rapidement. D'abord parce qu'il a de bonnes stats, donc il peut m'apporter quelque chose ponctuellement. Et surtout, il va diminuer les effets Doom, hein. Comme j'ai dit, le deck commence à 32 menaces. Et avec Boromir et Glorfindel, ça peut monter très très vite. Et donc les effets maudits peuvent être assez dévastateurs sur ce deck et l'emmener à des niveaux de menaces qui sont vraiment dangereux. Et donc lui permet de temporiser ça. Donc je le mets en un exemplaire. À chaque fois, il m'a servi tant à diminuer la menace que potentiellement à défendre, à attaquer, ou même servir de sac à PV, hein, tout simplement sur des dégâts d'archerie. Voilà. Alors, après, ça, c'est des choix un petit peu plus personnels. Là, j'ai des événements que j'aimerais beaucoup rejouer. Donc, tester sa volonté sur certains scénarios. 3, c'est pas suffisant. Il faut les rejouer. Puis, de temps en temps, on en a un dans la défausse. Si on n'arrive pas à piocher les suivants, on a besoin de le rejouer. Donc, c'est important de pouvoir aller le rechercher. Pareil, la menace monte très vite. Donc, il peut être vite important de pouvoir rejouer encore sa diminution de menace. Donc, pour ça, je vais jouer deux tombes de nains qui vont me permettre de pouvoir aller rechercher ces événements-là et de les rejouer à volonté. Voilà, donc là j'ai un deck quasiment complet. Je suis à 49, il me manque une carte. Là c'est un choix personnel, on peut mettre beaucoup d'autres choses. Comme on peut jouer toutes les sphères, on pourrait jouer un Enamart par exemple, Chantrivière pour sonder le deck, etc. Moi j'ai plutôt fait le choix parce qu'en général sonder le deck, comme le deck en lui-même, par expérience, hein, par l'avoir joué, est capable de répondre à quasiment tout. Je dis pas qu'il peut pas être pris au dépourvu, mais en général il arrive à se relever de tout ce qui peut arriver. Je vais plutôt chercher de la pioche parce qu'il y a des attachements, des cartes, il me les faut rapidement.
Donc plus je creuse mon deck, plus je me donne la possibilité d'avoir ces cartes rapidement. Par exemple, les escrimeurs de laitière, c'est des cartes que j'aime bien avoir, notamment 2 exemplaires, parce que c'est le renfort de quête qu'il me faut pour passer tout. Voilà, donc là je vais rajouter une carte qui me coûte 0, qui va me faire piocher très facilement, qui est chasseur de trésors expert. Pourquoi? Parce que comme je vois la première carte de mon deck avec Gandalf, je dirais toujours la bonne carte. Donc là, ce que dit cet attachement, c'est quand je quête, quand je quête avec succès, je nomme un type de carte, je discarde la première carte et je la pioche. Voilà, donc, et je l'ajoute à ma main. Alors ça c'est aussi important parce que sur les Guet de Lizen par exemple, où piocher peut être très, très négatif, le scénario joue dessus. Là, on ne pioche pas, on ajoute à la main. Donc, quand on prend la carte de la défausse, on déclenche pas les effets qui peuvent être liés à la pioche. Voilà. Donc, j'en mets juste un, donc, que je jouerai avec la pipe. Et là, j'arrive à un total de 50 cartes. Voilà, donc ça c'est le deck, hein. C'est un petit peu la démarche, on va dire intellectuelle que j'ai eue pour le construire. Donc ça vous donne un petit peu la façon dont je réfléchis. Une autre chose qui est assez importante ici, je pense qu'on va pouvoir le voir, je sais pas, refresh stats. Voilà, donc là vous voyez, c'est un deck, je génère pas énormément de ressources, c'est virtuellement un bisphère mais avec seulement 2 héros appartenant à une sphère. Et vous voyez que j'ai quasiment toutes mes cartes coûtent 1. Donc ça veut dire que le deck va très rapidement et facilement sortir énormément de cartes sans trop de problèmes. Il coûte 2, comme Boromir, comme Gandalf peut être de n'importe quelle sphère à partir du moment où c'est du dessus de la bibliothèque. C'est pareil, je vais pouvoir jouer un maximum de cartes dès le premier tour. Donc là vous voyez qu'en fait je n'ai que 4 cartes qui coûtent 3, qui sont Shadowfax, Salutation des Galadrim, qui ne sont pas des cartes dont j'ai besoin tout de suite, donc ce n'est pas grave. Et j'ai que Elfhame qui coûte 4. Tout le reste du deck coûte 2, 1, voire même 0. Ce qui veut donc dire qu'au premier tour, il est rare que je puisse pas jouer quelque chose. Ce qui est plutôt. Donc le deck est vraiment très 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 stable. Euh, donc vous voyez que j'ai aussi une répartition qui est à peu près homogène en termes d'événements alliés à attachement. C'est quand même un deck qui est quand même pas mal basé sur les attachements puisque ce sont les héros qui font quasiment tout dans le deck. Et vous voyez qu'effectivement ici, c'est la sphère énergie qui prend la majorité des cartes. D'où le fait que je dise que l'intendant du Gondor va toujours à Glorfindel parce que j'ai besoin d'énormément de ressources énergie si je veux jouer en tout cas un maximum de cartes. C'est surtout ça l'intérêt. Donc voilà, donc ça vous permet aussi de voir un petit peu, donc là c'est des stats, hein, là l'avantage c'est que l'outil le fait tout seul, mais quand je fais mon deck, je regarde les cartes, j'essaie de regarder combien je peux jouer au premier tour, combien je pourrais, quelles sont toutes les cartes que je ne peux pas jouer au premier tour, et ça me donne des indicateurs sur la capacité du deck à être, enfin tout simplement le deck à être stable. Voilà. Je vais vous parler d'une deuxième petite chose. Donc là, je vais sauvegarder le deck parce que celui-là, je ne l'avais pas sauvegardé. Donc vous voyez, c'est aussi simple que ça. Donc là, je ne veux pas upload, pardon. Donc je fais un save. Je ne sais pas comment on peut faire pour voilà, reset. Non, ça marche pas. Alors, c'est pas grave, on va ouvrir un nouveau Rivendell. Là, je voulais vous parler un petit peu du side. Euh, Moi, ça m'arrive régulièrement de jouer avec des sides. Je trouve que c'est quand même assez intéressant parce qu'il y a toute une réflexion qui va être à monter un side. Et puis, quand on est confronté à un scénario sur lequel on bute, c'est de regarder le side et se dire qu'est-ce que je pourrais faire pour ajouter des cartes ou retirer et ajouter des cartes de manière à ce que le deck puisse vaincre le scénario au final, alors qu'il n'y arrive pas parce que c'est sa némésis. Hein. Le BGG a ses némésis. Hein. L'ombre et la flamme cauchemar, c'est pas un scénario facile par exemple avec ce deck-là. Donc, moi, au cours des différents scénarios cauchemars que j'ai pu faire, en fait, le site s'est agrémenté de lui-même. C'est-à-dire quand j'ai été confronté à des scénarios que j'arrivais pas à passer, parce que la stratégie du scénario contrait totalement le deck, qu'est-ce que je voulais modifier? Et le site s'est construit de lui-même comme ça. Comme j'ai fait quasiment tous les cycles, j'ai un site qui est à peu près exhaustif et qui permet de pouvoir s'adapter face à un scénario. Vous verrez, souvent les modifs sont mineurs, hein, c'est un ou deux cartes qu'on ajoute au deck, c'est largement suffisant. Alors, la première carte que j'ai tout de suite ajoutée au deck,
c'est les coups précipités, parce que certains scénarios sont ultra punitifs. Notamment, par exemple, on prend la route vers Concombre, sentinelle endormie, si on peut pas l'annuler, si on peut pas feinter le mec, enfin, tout de suite c'est la mort quasiment assurée. Donc j'en mets deux, j'en ai rarement besoin de plus, surtout que je joue les tombes de nain, donc si j'ai besoin de les récupérer, j'irai les rechercher. Donc ça adresse aussi certains scénarios du cycle 3. On a par exemple des ennemis qui sont boostés par le nombre de cartes ombres et on peut en mettre 10 d'affilée. Bon, on arrête le carnage dès le départ avec coup précipité. Voilà, ça donne surtout une carte supplémentaire en plus du bâton, parce que le bâton ne peut gérer qu'une carte, et puis surtout on ne sait pas si on l'a utilisé correctement. Là, l'avantage, c'est qu'on réagit. Voilà, dans le même style, j'en ai rajouté une autre qui peut se révéler aussi excellente sur pas mal de scénarios, notamment l'ombre et la flamme. C'est un attachement qui est la lanterne d'argent. Comme Boromir est le défenseur principal, mais comme j'en ai parlé, j'ai aussi des feintes, puis j'ai aussi des alliés que je vais bloquer de par moi-même, enfin que je vais sacrifier sur une attaque. Et bah, cette carte me permet de savoir va être le bon défenseur. Parce que de temps en temps, coup précipité, en fait, je le fais parce que j'ai pas choisi le bon défenseur. Si j'avais su la carte ombre en question, j'aurais dit bah tout simplement là je vais bloquer. Moi je sais pas sur mon chevalier aussi, ou je vais bloquer sur Elfen. Pas besoin de le bloquer sur Boromir. Ça peut m'économiser de la menace parce que du coup ça évite que je redresse Boromir. Je sais que l'allié peut défendre et qu'il n'y aura pas de souci. Donc je le mets en un exemplaire, il n'y a pas forcément besoin de plus. Elle est surtout très très utile contre l'ombre et la flamme. Je ferai une vidéo plus tard sur ces scénarios-là et je vous montrerai comment je side, qu'est-ce que je retire, qu'est-ce que je rajoute pour essayer de me donner plus de chance face au scénario. La lampe d'argent est effectivement très très forte et très utile sur ce scénario-là. Puisque l'ombre et la flamme en cauchemar, ils ont un deck ombre qui lui est particulier et qui fait très très mal. Voilà, alors après, qu'est-ce qui est venu aussi? Un allié dont j'ai parlé tout à l'heure, que j'ai pas mis naturellement dans le deck, c'est Namart. Donc lui, il s'est rendu quasiment indispensable, et je pense indispensable pour beaucoup de joueurs et beaucoup de decks quand on affronte par exemple le guetteur de l'eau en mode cauchemar, puisque la version cauchemar introduit le fait qu'il faut et détruire le guetteur de l'eau et explorer la porte du Durin. Et la porte de Durin, pour être très honnête, il faut dire, faut défausser des cartes faut défausser des cartes de sa main et il faut que la première carte qu'on défausse du deck de rencontre et la première lettre soit identique à l'une des cartes qu'on a défaussées. Franchement, soit on se la fait à la chance, mais à un moment donné, on n'a plus de cartes en main, on n'y arrive plus, puis on perd la partie parce qu'on ne peut pas faire autrement, on est obligé de le passer. Soit on joue ces cartes-là et on réussit à la passer. Franchement, j'ai fait pas mal de parties sur le guetteur de l'eau avec le deck donc BGG. Et même si ça aide, j'ai quand même passé pas mal de fois à réussir à tomber sur la carte du deck de rencontre qui correspond à l'une de mes cartes à moi. Et en attendant, il faut gérer tout ce que le DR peut sortir, etc. Donc ça ne break pas le scénario, hein. Ça va juste aider et donner une chance au deck de pouvoir s'en sortir là où de base il en a juste pas. Donc j'en mets deux parce que c'est une carte dont j'ai besoin quand même assez rapidement. Voilà, donc ça fait déjà 5 cartes. Ensuite, il y en a une autre qui est venue avec le cycle 4. Le cycle 4 qui peut être très punitif quand on garde trop de cartes en main. Et BGG peut avoir des tendances à garder des cartes en main, surtout qu'il a pas mal de cartes uniques et j'ai aucun moyen de les défausser. Ça peut être très dangereux sur ces scénarios-là. Je vois même sur les guides Lizen en cauchemar, en fait, on peut juste pas gagner. Il y a un ennemi qui dit qu'il est invincible si on a plus de 3 cartes en main, et le dernière étape du scénario dit faut tuer tous les ennemis pour gagner. Bon, bah, si j'ai plein de cartes uniques dans les mains et que j'ai aucun moyen de les défausser, et ben je vais perdre, juste parce que l'ennemi m'empêche de gagner. Pas parce que je peux pas le détruire, mais juste parce que l'ennemi m'empêche de gagner. Donc pour ce genre de scénario, bon, le cycle 4 est quand même perclus de cartes qui jouent sur le nombre de cartes en main, hein, donc c'est toujours utile. Je joue un attachement qui s'appelle le destrier d'Imladris. Voilà, qui est ici, qui permet donc on l'attache à un héros Noldor ou énergie, donc je peux l'attacher à Gandalf ou à Glorfindel, comme je joue assez peu d'attachements restreints, c'est pas très gênant. Je peux défausser une carte de ma main pour mettre deux marqueurs de progression sur le lieu actif. Donc ça me permet d'avancer sur la quête et ça me permet de me vider de ma main face à ces scénarios-là où si j'ai pas ce genre d'attachement, c'est pareil, je n'ai strictement aucune chance de gagner. Donc j'en mets deux.
Et donc me voilà déjà rendu à cette carte. Alors, il y a une autre carte encore que je rajoute, qui peut être salvatrice sur pas mal de scénarios, c'est je n'ai aucune gestion d'attachement condition. Alors, en général, c'est pas très gênant, mais sur certains scénarios, c'est pareil, c'est vite assassin. Euh, Moi, je l'ai vu par exemple sur la version cauchemar de Rencontre à Mondine. Il y a un attachement condition qui se met sur les villageois tués, qui fait qu'il y en a deux de plus qui partent sur les villageois, enfin sur les villageois sauvés, et qui va deux de plus qui passent tous les tours. Ça, c'est, enfin, moi, à chaque fois, je l'ai eu. Une fois, j'ai réussi de justesse, et deux autres fois, j'ai perdu juste à cause de cette carte-là. Et c'est difficile déjà que le scénario est difficile en lui-même, c'est pas toujours facile de gérer. Donc, du coup, je joue pouvoir d'Ortank, qui me permet de gérer ces attachements conditions. J'en mets qu'un seul, tout simplement parce que j'ai les tombes de nains, donc je leur joue à volonté, puis que j'ai pas forcément besoin de l'avoir tout de suite en main, ça peut attendre. Il me reste encore deux cartes et je me souviens plus ce que je mets dans le side. Donc, du coup, on va aller sur le site SDAJCE, on va aller sur le deck et on va regarder le side que j'avais défini. Donc, il est là, hein, pour ceux qui ne connaissaient pas le deck. Vous allez sur le site SDAJCE, forumactif.org, et vous allez trouver donc le deck que j'ai nommé le guerrier, le tueur de Balrog et le dieu. Voilà, donc dans le side, j'ai mis aussi. Voilà, alors, bah oui, tiens, évident. Deux éleveuses de l'Westfold. En fait, pourquoi? Bah parce que j'ai déjà Asphalot, j'ai déjà Gripoil, puis là je mets Steed of Imladris. Donc du coup, cet allié, il peut permettre de tutorer ses cartes quand j'en ai besoin rapidement. C'est en plus un allié qui coûte 1, donc je peux le poser très facilement, il ne me gêne pas trop dans ma courbe de ressources. Il a 1 en volonté, je peux l'envoyer quêter, puis surtout je peux tout simplement l'envoyer à la mort. Ça ne me gêne pas plus que ça. Donc ce sont les Westfold Horse Breeder de souvenir, voilà, c'est ça. Donc j'en mets deux. Voilà, et donc là j'ai un side qui me permet, voilà, si je suis confronté à un scénario où j'ai vraiment la stratégie du scénario m'empêche littéralement de gagner, toutes les cartes que je mets là permettent de pallier en fait à ces failles-là. Voilà, et bah écoutez, j'espère que la façon dont je sélectionne, la façon dont je choisis mes cartes pour faire un deck vous aura été utile. La prochaine vidéo que je vais faire sera de vous présenter en italien Cauchemar. Les cartes Cauchemar, les ajouts. Donc vous les présenter, vous dire mon expérience en jeu, voilà, comment j'ai vécu ces cartes, lesquelles me gênent vraiment, lesquelles ne me gênent pas. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée et puis n'hésitez pas à me faire des retours sur la vidéo, qu'elles soient positives ou négatives, ça me permettra à moi de m'améliorer. Voilà, au revoir.